Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 48e épisode du Temps d'arrêt. J'aimerais tout d'abord vous souhaiter à tous nos auditeurs une joyeuse et une belle année 2023. On espère que ce sera une année qui vous amènera beaucoup de joie et beaucoup d'événements sportifs de qualité qui seront à la hauteur de vos attentes. Pour cet épisode, vous reconnaissez nos collaborateurs, Thierry Murray, Michael Charland. Les gars, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler évidemment des séries, des éliminatoires 2023 de la NFL. Ça fait plaisir, c'est le meilleur temps de l'année pour en parler. Yes. Oui, merci encore de ton invitation, Étienne. C'est toujours spécial. On commence toujours l'année avec cet épisode-ci. De notre côté, c'est la 3e année qu'on entreprend nos épisodes avec le temps d'arrêt. Donc, c'est toujours un épisode qui est spécial. Ça nous ramène un petit peu aux souches du podcast. Toujours un épisode qui est franchement agréable à produire, là, puis ça va être le cas aujourd'hui encore. On va commencer, pas avec les différentes confrontations dans lesquelles on aura le droit au premier tour. On va commencer avec certaines déceptions. En début d'année, on avait fait nos prédictions. On s'est amusé un petit peu tous les trois à regarder ça dans les derniers jours. Certains qui ont tenu la route, d'autres dans lesquels on était vraiment un petit peu plus dans le champ gauche. Puis c'est ça une saison de la NFL, là, on est toujours, il y a toujours des déceptions, des surprises, des équipes qui vont être vraiment hautes en couleur, qui vont faire parler d'eux. Puis on va se lancer justement dans des équipes qui ont déçu. On va commencer avec toi, Thierry. Qui, selon toi, a été ta déception de l'année 2022 dans la NFL? Ma plus grande déception, ça a été les Broncos de Denver avec l'acquisition de Russell Wilson. Moi qui croyais au début de l'année qu'il avait ajouté la pièce manquante du puzzle pour être compétitif dans cette division-là. Ça a été des déboires du début jusqu'à la fin. Puis c'est malheureux pour eux parce que, comme j'avais pensé au début de l'année, la défensive était bonne. Il y a plein de matchs qui étaient dans le match, qui tenaient l'équipe en bas de 20 points. Ouais. Puis l'attaque était juste incapable de rien produire. Ça a été un débat aussi avec l'entraîneur Nathaniel Hackett qui a été congédié il y a quelques semaines. Mais en frais d'offensive, ça doit être une des pires depuis plusieurs années. Puis moi, je pensais qu'avec l'arrivée de Russell Wilson, ça allait être quelque chose de beaucoup plus satisfaisant à regarder que ça. Puis ça a été l'hécatombe complet en attaque. Chapeau à la défensive qui s'est présentée match après match, mais ça a été surtout quand on regarde le prix qu'ils ont payé pour Russell Wilson, étant donné qu'ils vont avoir un très haut choix au repêchage qui appartiendra maintenant aux Seahawks, qui sont en série. Les Seahawks ont eu la main heureuse, on en parlera un petit peu plus tard, mais on dirait que c'est une couche de plus à la souffrance que les partisans des Broncos peuvent ressentir. Ouais. Oui, tout à fait. Michael, de ton côté, ta déception? Moi, je suis allé du côté des Colts d'Indianapolis. Moi, je les mettais en série en début d'année. C'est vraiment pas le cas. Fiche de 4 victoires, 12 défaites, 1 nulle. On se rappelle l'an passé, là, ils ont passé un jeu de faire les séries. Ils ont choqué le dernier match contre les Jaguars. Donc, pour eux, leur solution, c'était de mettre dehors Carson Wentz. Puis, ils sont allés chercher Matt Ryan, qui, selon moi, il était capable de donner des bons matchs là, aux Colts. Un petit peu moins de pression sur lui avec Jonathan Taylor comme excellent running back. Ça allait lui enlever un petit peu de pression, mais finalement, ça n'a vraiment pas fonctionné. Matt Ryan s'est fait bencher au mois d'octobre. Le coach s'est fait renvoyer au mois de novembre. Ils ont engagé un analyste des ESPN qui a fini avec une fiche de 1 victoire, 7 défaites. Donc, c'était une catastrophe, là. On ne pouvait pas s'attendre à de grandes choses. On sait que Jeff Saturday, c'était un emblème pour l'équipe, mais il coachait au niveau secondaire. C'est quand même la NFL. Là. On ne pouvait pas s'attendre à quelque chose de concret. Puis, comme tu le dis, un petit mot, Michael, sur l'événement historique, la remontée historique des Vikings. Ils ont, dans une saison de misère, laisser aller une avance qui était pratiquement insurmontable, puis pour finalement perdre le match en prolongation. Ouais, c'était catastrophique à regarder à la télévision. Donc, comme tu dis, c'était vraiment historique, puis
c'était pas chic, là, les Colts. J'ai noté Quiripay Ngakoue que j'avais vu qu'il allait quand même avoir une bonne saison, puis ils ont été quand même corrects, mais écoute, là, ils ont été le dindon de la farce, je dirais, cette saison, là. De mon côté, je vais aller avec les Raiders de Las Vegas. On n'a pas le choix d'y aller avec une note négative de leur côté. Après une fiche de 10-7 l'année passée, on s'attendait à une progression. Eh bien non, ils ont fini avec une maigre fiche de 6-11. Et fait à noter un parallèle avec l'équipe de Michael, la seule équipe que les Colts ont battue, ce sont les Raiders. Derek Carr qui a été assis, hein, il a été délégué sur le banc pour le dernier match de la saison. Donc, il va quitter. Donc, il y a un changement de garde pour l'année prochaine. Mais c'est surtout les attentes qu'on pouvait avoir avec un Davante Adams, un des, sinon le meilleur receveur du circuit qui s'ajoutait à cette équipe-là. Beaucoup de talent en défensive avec des Max Crosby, Chandler Jones, Nate Hobbs. Et point de vue statistique pour certains joueurs comme Davante Adams, plus de 1500 verges par la passe. Josh Jacobs, le porteur de ballon, qui a eu sa meilleure saison à vie à 1653 verges au sol. Donc, en regardant ça, on pourrait croire que c'est une saison positive, mais non. 3 fois durant l'année, ils ont fini par perdre le match pour avoir mené par plus de 17 points. Et c'est la seule équipe de l'histoire qui a perdu 5 fois ou plus après avoir mené par plus de 10 points dans une saison. Donc, c'est historique, mais pour la mauvaise manière. Et on peut vraiment questionner le travail de l'entraîneur Josh McDaniel, qui en était une première saison avec les Raiders. Donc, c'est vraiment couche par-dessus couche de négatif pour les Raiders. Donc, ça a été vraiment très décevant de leur côté. Allons-y avec justement ce fameux tableau des séries, là. Ceux qui sont sur YouTube peuvent le voir dans mon image. Il y a 2 équipes qui ont une pause, une semaine de congé pour cette première semaine, congé salutaire, pour soigner certains bobos, certaines petites blessures. Commençons avec l'américaine et les Chiefs de Kansas City. Michael, ça a été une autre saison dominante de leur côté avec une fiche de 14-3. Là. Oui, c'était une excellente saison. C'est pas tant une surprise de dire que les Chiefs ont une bonne saison en attaque, mais je m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant puisqu'ils avaient perdu Tyreek Hill, qui, selon moi, est un des receveurs les plus électrisants du circuit avec sa vitesse. Il peut distancer les défenses là, assez facilement. Puis, ce que Mahomes a fait, c'est un joueur super intelligent. Son coach le dit, sa première qualité, c'est son intelligence. Il a distribué le ballon. Donc, oui, Kelsey a fini receveur numéro 1 avec le plus de verges. Mais après ça, c'est Juju Smith-Schuster qui a été ajouté, qui a quand même bien fait. McKinnon qui a reçu beaucoup de ballons. Valdez-Scantling, anciennement des Packers, a bien fait aussi. Donc, saison, si je pourrais dire, possiblement MVP de Pat Mahomes, qui a bien distribué son ballon. Clyde Edwards-Helaire a été remplacé par Pacheco comme running back, qui fait aussi bien. Donc, près de 5 verges par course pour lui, c'est excellent. Là. Extrêmement dynamique. Là, donc, non, vraiment, encore une fois, une grosse force, les Chiefs. On dirait que peu importe qui rentre dans ce système-là, ça va fonctionner. On t'a parlé de Juju, il sortait des moments difficiles. On a ajouté Jerick McKinnon, qui est un porteur de ballon correct sans plus, mais a été une véritable menace par la passe, plus de 500 verges, 9 touchés. Pat Mahomes, tout ce qui touche, ça tourne en or. Petite statistique quand même intéressante, plus de 5000 verges par la passe pour lui, 41 touchés, 12 interceptions. Et pour expliquer peut-être la statistique la plus importante pour un corps arrière, c'est le rate. Donc, le fameux rate pour un corps arrière, l'expliquer rapidement là, pour nos auditeurs, c'est une statistique qui est la plus complète pour les corps arrière, qui prend en compte le plus d'éléments qui sont importants, donc le pourcentage de passes complétées, le nombre de verges par la passe, le pourcentage de touchés et d'interceptions par passe tentée. Quand tu te situes en haut de 100, c'est que tu as eu une saison exceptionnelle et Pat Mahomes est à 105,2. C'est pour dire à quel point il a été dominant cette année. Vraiment, ils sont un petit peu vulnérables, là, je dirais, contre la passe. Ils se situent au 18e rang en termes de défensive, donc ce serait peut-être seulement leur petit point faible. Ils ont une semaine de congé. Le premier affrontement dans lequel qu'on va assister, qu'on va analyser, mais c'est
c'est l'équipe qui a fini en deuxième position, là, les Bills de Buffalo, qui vont affronter les Dolphins de Miami dimanche à 1h. Thierry, qu'est-ce que tu penses qui va vraiment être les éléments importants de cette rencontre? La grosse nouvelle qu'on a, c'est que Tua Tagovailoa ne sera pas de la partie. Ouais. Je dirais heureusement pour lui, mais malheureusement pour les Dolphins. Ouais. C'est certain que en l'absence de Tua, les chances des Dolphins viennent de baisser drastiquement. Que ce soit Skyler Thompson qui commence la rencontre ou Teddy Bridgewater s'il est de la partie parce que présentement il est incertain. Peu importe c'est qui des deux, ça ne sera pas la solution. Je pense qu'on affronte une équipe beaucoup trop forte pour se permettre d'avoir un carrière réserviste pour jouer. En plus de ça, on a beaucoup de joueurs qui sont incertains pour le match du côté des Dolphins. C'est assez long comme liste. On a Raheem Mostert, le porteur de ballon, qui est incertain. On a Jalen Waddle qui est incertain. On a 3 des joueurs de ligne à l'attaque, dont Terron Armstead, Liam Eckingberg, qui sont incertains. Donc, la liste est longue. Puis du côté des Bills, c'est l'inverse. La liste est très, très courte. Presque tous leurs joueurs sont là. Juste revenir sur les Dolphins un petit peu, Thierry. C'est une équipe qui a vraiment une saison en 2 temps. Donc, ils finissent avec une fiche de 9-8, 1-4 à leurs 5 derniers matchs. Et ça va avec l'effectif aussi. Lorsque toi est en santé, c'est une attaque qui est extrêmement dynamique. Tyreek Hill qui a eu plus de 1700 verges par la passe. Jalen Waddell, plus de 1000 verges aussi. Sauf que lorsque toi n'est pas là, on dirait qu'on perd notre identité. Tyreek Hill a eu un seul match de plus de 100 verges à ses 5 derniers. Les porteurs de ballon, on a difficulté à trouver notre rythme. On est 25e dans la NFL par la course. Donc, tu as dit qu'il allait être absent. C'est un élément qui est absolument essentiel parce que la défensive des Bills, qui est quand même une des bonnes de la Ligue, et 7e contre la passe et contre la course. On enlève l'élément Tua, on ne voit pas vraiment offensivement ce qui va rester du côté des Bills. Là. Puis il y a un côté qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est le côté du momentum quand on arrive en séries éliminatoires. Les Bills arrivent d'une bonne victoire contre les Patriots. En plus, ils ont l'effet encore de Lamar Hamlin qui est encore présent. Donc, eux autres sont tout feu, tout flamme, veulent gagner pour leurs joueurs. Puis de l'autre côté, tu as les Dolphins justement qui viennent d'apprendre, qui ont plein de blessés. Toi, ne sera pas là. Ça a pris tout leur petit change pour battre les Jets en fin de saison. Ils ont marqué seulement 9 points en attaque si on enlève les 2 points qu'ils ont marqués sur le jeu miracle des Jets. Donc, ils arrivent avec pas de momentum versus les Bills. Ça peut faire une très grosse différence aussi. Tu as parlé de la blessure, la fameuse blessure d'Armon. Ça fait en sorte que les Bills terminent la saison avec un dossier de 13-3. Donc, ils ont un match de moins de jouer. Les Bengals, c'est la même chose que toutes les autres équipes de la NFL. Et point à noter, que ce soit les Bills ou les Bengals, si on se rend en finale d'association, peu importe l'adversaire, ce sera distribué dans un lieu qui est. Ça va être joué à Atlanta. Exactement, à Atlanta. Puisque ces 2 équipes-là n'ont pu compléter leur calendrier régulier. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on aurait pu avoir comme fiche, mais c'est important à noter pour la finale de division. Parle-moi, Thierry, un petit peu de l'attaque des Bills. On a parlé de celle des Dolphins. Celle des Bills est tout aussi explosive. On est 2e dans la NFL pour les verges totales. C'est une attaque qui peut exploser de partout. Là. C'est une attaque, comme tu as dit, qui peut exploser de partout. Ça part de Josh Allen, qui est phénoménal encore une fois cette année. Puis Josh Allen, on sait qu'il est tellement compétitif que peut te battre de plein de façons, peut te battre avec son bras. Si à un moment donné, ça ne fonctionne pas, il est capable d'aller chercher des verges au sol. Puis il va le faire. Il est gros, il est massif, puis il ne se gêne pas pour le faire. Puis en plus, les Dolphins sont une des équipes les moins bonnes contre le jeu aérien. Puis on le sait que les Bills adorent le jeu aérien avec Gabe Davis et Stephon Diggs, beaucoup avec Dawson Knox aussi, le lié rapproché. Donc, c'est une équipe qui est construite un peu pour battre les Dolphins cette semaine, surtout à domicile chez eux. Donc, attaque 100% pour eux. Puis,
On a quand même développé un beau tandem de porteurs de ballon là, avec Devin Singletary et James Cook, qui a eu une bonne saison en étant second. La défensive, si on regarde un petit peu plus loin, la défensive des Bills là, est une qui est très, très complète. Là. Greg Rousseau en tant que sur la ligne défensive, Milano et Edmond comme secondaire, Tre'Davious White comme cornerback, demi de coin, Jordan Poyer comme safety. C'est une défensive très complète. On note les manquements de Micah Hyde et de Von Miller qui sont blessés jusqu'à la fin de la saison. Ça les aurait mis peut-être parmi la ou les meilleures défensives de la Ligue, mais reste que c'est une défensive qui est très complète. Et tu as parlé de la défensive des Dolphins, bien, leur force est contre la course. On a fait un bel ajout en fin de saison avec Bradley Chubb, mais ça risque d'être trop peu, trop tard pour eux contre les Bills. Est-ce que Thierry, tu vois une victoire des Bills sans équivoque contre les Dolphins? Ah oui, je pense que s'il y a une certitude cette semaine, je pense que les Bills vont battre les Dolphins. Je pense que c'est le match le plus facile à prédire. Il y en a qui sont un peu plus difficiles. Ça, je pense que c'est un des plus faciles à prédire. Une chose à surveiller en défensive des Bills, il y a Jordan Poyer et Jordan Phillips qui sont incertains. Donc, ça va être à regarder leur état de santé. Mais je pense que même s'ils ne sont pas là, je pense quand même que les Bills vont remporter le match, mais ça pourrait quand même grandement aider ces deux gros joueurs-là. Absolument. Michael, on se transporte du côté de Cincinnati où on affronte les Ravens de Baltimore. Sur papier, ça aurait pu être un beau duel, mais là, quelques minutes avant l'enregistrement de cet épisode, on a appris que Lamar Jackson allait être officiellement absent. Donc, ça enlève un petit peu une touche de piquant, si on veut, sur cet affrontement. Mais quand même, parlons un petit peu des Bengals qui ont eu une excellente fiche en ayant 12-4 et 8 victoires de suite. Oui, j'aime. C'est vraiment une équipe que j'ai appris à aimer les Bengals, évidemment, avec l'arrivée de Joe Burrow, qui continue sur sa lancée et qui a dit la fenêtre d'opportunité des Bengals pour le Super Bowl va être ouverte tant que je vais être présent. Donc, j'adore son attitude de gagnant. Écoute, je peux faire les petits match-ups, les forces. Les Bengals ont la 5e meilleure attaque par la passe avec Ja'Marr Chase, T. Higgins, Boyd. Même Mixon est une menace là, pour le jeu aérien. Et les Ravens, malheureusement, sont 26e contre la passe. Donc, déjà là, je trouve qu'on a un gros écart qui avantage grandement les Bengals. Ensuite, les Ravens sont 2e pour l'attaque au sol. Par contre, Lamar, c'était le joueur qui allait chercher le plus de verges au sol. Il ne sera pas là. Donc, après ça, J.K. Dobbins, il y a Drake aussi qui peut les aider. Gus Edwards, on a des bons porteurs de ballon, mais on s'entend qu'avec le dual threat, avoir Lamar qui peut faire des dérobades, ce ne sera pas la même chose. Là, on sait qu'on a un carrière qui est un petit peu modelé dans le format de Lamar, sauf qu'il n'a pas les mêmes qualités athlétiques tout de même. C'est ça, c'est pas Lamar. Puis les Bengals sont quand même forts aussi contre l'attaque au sol. Ils sont 7e à ce niveau-là. Et puis souvent, quand on dit on veut bâtir notre jeu aérien ou l'inverse, notre jeu au sol, si les Ravens veulent avoir une attaque qui a du succès au sol, il faut qu'il y ait du succès au début par la passe pour ouvrir la boîte défensive. Mais ce qu'ils ne réussiront pas à faire, je crois, ça va être soit Huntley, soit Brown qui va commencer comme corps arrière. Donc, écoute, c'est pas une menace pour les Bengals. Tu as parlé de l'attaque des Bengals et force est d'admettre que Joe Burrow continue sur sa progression. On parle de 35 touchés, 12 interceptions, un rate de 100,8. Par contre, l'élément qui a été complètement manqué, si on veut, du côté des Bengals, c'est leur jeu au sol. On a terminé 29e par la course. Joe Mixon a terminé avec 814 verges au sol, mais c'est une moyenne de seulement 3,9 verges par la course. Une saison bien en deçà des attentes de son côté. Tu as parlé du mismatch. Peut-être que pour la première ronde, ce ne sera pas un facteur, mais pour le futur, ça pourrait être dangereux, là, justement, cette lacune au niveau des porteurs de ballon des Bengals. Oui, ils sont chanceux d'affronter. Ils sont chanceux. C'est une bonne équipe, les Bengals, mais tu sais, Baltimore sont 3e contre l'attaque au sol. Les Bengals sont pourris, mais on sait qu'au niveau aérien, je pense que les Bengals vont être de loin supérieurs. Par contre, lorsque tu vas affronter une défensive, on parlait des Bills tantôt, si tout repose sur les épaules de Joe Burrow et le jeu aérien,
Mais là, ça ne marchera pas. Là. Il va avoir de la misère à passer au prochain niveau, je pense. Ce qui est intéressant du côté de la défensive des Bengals, c'est presque la même que celle qui s'est rendue en finale du Super Bowl l'année passée. Donc, on continue de cimenter cette chimie puis de construire un petit peu nos attributs. Le secondaire, Logan Wilson a pris du galon à sa 3e saison, 123 plaqués. Oui. On a parlé de Huntley, c'est quand même une défensive qui est 23e contre la passe, 7e contre la course. Encore une fois, cette semaine, ça pourrait faire, mais en bout de ligne, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Du côté de l'attaque des Ravens, mais comme les Dolphins, hein, c'est une saison en 2 temps. On a eu des très, très bons moments avec Lamar Jackson, une fiche de 2-3 à ses 5 dernières parties. Mark Andrews a été le seul receveur qui était fiable dans l'équipe avec une réception de 847 verges. Mais ce qui manque beaucoup, beaucoup à cette équipe, mis à part un corps qui n'est pas là, ce sont des receveurs de qualité et ça apparaît du côté des Ravens cette année. Oui, c'est assez ridicule là, quand on regarde les matchs souvent le dimanche, puis là, tu as les Ravens qui jouent. Quand il y a un touché, c'est extrêmement rare que c'est un touché d'un receveur des Ravens. Quand on fait des fantasy football, c'est bien rare que les receveurs des Ravens, ils sont choisis. Souvent, les touchés, ça va être soit au sol, donc par la main ou les autres, ou justement Mark Andrews. Qui n'a quand même pas eu un seul touché depuis le 16 octobre. Donc, les Ravens sont partis en Lyon, mais on voit que depuis, ça s'est vraiment, vraiment estompé. D'autres choses qui retiennent ton attention dans ce duel. Peut-être juste une petite note, là, autant pour les Bills que pour les Bengals, ce sont des équipes qui ont dominé à domicile. Fiche de 6-1 du côté des Bengals, 7-1 pour les Bills. Vraiment, on a l'effet de partisanerie. Là, ce sont deux équipes qui ont des partisans très, très intenses, puis ça apparaît dans une partie. Là. Ben, ce qui restait mon attention, tu l'as dit un petit peu au début, là, je pense que ça a été vraiment le fun. Burrow contre Lamar, ça aurait été un duel un petit peu plus équilibré. Là, je trouve ça dommage. Je ne donne pas la victoire à 100% aux Bengals, mais je trouve que, écoute, ça va être extrêmement difficile là, pour les Ravens. Absolument. Thierry, on se transporte à Jacksonville. Qui aurait cru à la mi-saison que les Jaguars seraient les gagnants de leur section? Sans aller en détail sur la fin de saison des Titans, là, ils ont vraiment aidé à ce que les Jaguars puissent rentrer en série. Quand même une fiche positive de 9-8, 5 victoires de suite. C'est positif là, pour les Jaguars. Parle-moi de leur équipe en premier lieu. Ben écoute, tantôt je parlais de momentum, puis je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on arrive en éliminatoire. Justement, les Jaguars arrivent de 5 victoires consécutives, viennent de gagner leur division. Comme tu disais, personne ne les voyait là en milieu de saison. Je ne sais pas si eux se voyaient là eux-mêmes. Donc, ils arrivent là avec aucune attente, avec 5 victoires consécutives, jouent à la maison. Écoute, d'après moi, ils sont gonflés à bloc. Ça va être à surveiller. L'effet, je pense que le momentum est de leur côté. Ils ont vraiment bien fait en fin de saison. Donc, ça va être vraiment à surveiller. Ce qui est beau à noter dans leur attaque, c'est qu'on est allé chercher des joueurs à droite, à gauche qui ont été un petit peu pas des rejets de d'autres équipes, là, mis à part Trevor Lawrence qui a eu des performances en dents de scie, on va se le dire, là, un rate de 95,2. C'est correct, mais sans plus. Là. Il a bien fini la saison. Il a bien fini la saison, effectivement. On est allé chercher un Christian Kirk, oui, à gros salaire. On en avait parlé de cette acquisition-là. On disait qu'ils avaient payé beaucoup d'argent. C'est vrai, mais il a fini avec 1108 verges par la passe. Zay Jones, 823. Evan Engram, le tight end, 766 verges captées. Donc, c'est un trio de joueurs qui ont vraiment monté leur cran et qui ont dit hey, on prend cette équipe-là en charge, puis ça a fonctionné. Là. Mm-hmm. Tout à fait. Puis, j'aime beaucoup aussi l'acquisition de Doug Peterson en tant qu'entraîneur-chef. Oui. Il a fait toute la différence. On a vu l'année passée avec un entraîneur-chef ridicule. Là, ça, c'est un entraîneur-chef qui a d'expérience dans la NFL, qui est allé en éliminatoire, qui a gagné un Super Bowl. Ouais. Donc, on a un entraîneur-chef qui a d'expérience. Ça va grandement aider dans le vestiaire, sûrement dans tout ce qui est de la préparation en vue de ce match-là. Donc, on a très bien tombé, on a très bien frappé en allant chercher Doug Peterson et ça l'a payé jusqu'à présent. Petit mot aussi sur Travis Etienne.
Leur attaque au sol a été 14e dans la ligue. Trevor Lawrence n'est pas vraiment une menace à ce niveau-là. Mais du côté d'Étienne, c'est 1125 verges au sol, 5 touchés. Donc, on est quand même 5e dans la ligue pour les sacs alloués. Contrairement à Joe Burrow en début de carrière, Trevor Lawrence, il est bien protégé et ça fait vraiment un effet. Et je vais t'amener une petite statistique. Les Chargers ont alloué le plus de verges par course dans la NFL cette saison avec une moyenne de 5,4 verges par course. C'est énorme. C'est même très gênant en tant que défensive. Donc, on pourrait avoir une explosion du jeu au sol au niveau de Jacksonville. Je pense que s'il faut mettre un plan de match sur un joueur, sur une attaque, je vais dire, c'est sur la ligne à l'attaque et Travis Etienne pour essayer de jouer sur cette faille-là des Chargers. C'est un bon point. Puis parlons justement de ce mismatch-là. Les Chargers, 28e contre la course. On n'a pas eu Joey Bosa pour une majorité de la saison. Il a seulement disputé 5 parties. Il sera là. Est-ce qu'il est à 100%? Probablement pas. Khalil Mack, 8 sacs, 50 plaqués, ce n'est clairement plus le joueur qu'il était. On a une faiblesse aussi au niveau des secondaires. On a manqué des éléments importants comme J.C. Jackson, l'excellent demi de coin qui a manqué toute la saison. Donc, on a une défensive avec des joueurs étoiles. Darwin James, très, très bon joueur. Mais on dirait que, mis à part ces 3-4 joueurs-là, il y a des trous un petit peu partout dans cette défense-là. Oui. En fait, on a des très bons chasseurs de corps, mais on n'a pas de joueurs à l'intérieur. L'année dernière, on avait le gros Linval Joseph qui pouvait combler un trou dans le centre. On l'a laissé partir. Donc, c'est vraiment au centre de cette tranchée-là que c'est plus difficile. Contre la passe, sont quand même, sont capables d'appliquer de la pression. Les carrières doivent quand même se débarrasser du ballon là, rapidement. Mais c'est vraiment, si on est capable d'installer un jeu au sol, qu'il va falloir ramener quelques secondaires dans la boîte, laisser des situations 1 contre 1 au groupe de receveurs des Jaguars, c'est peut-être là que le jeu au sol va apporter des brèches au niveau du jeu aérien pour Jacksonville. Parlons un petit peu de l'attaque des Chargers. On a quand même terminé avec un dossier de 4 victoires, 1 défaite lors des 5 dernières parties. On termine avec un dossier de 10-7, mais on est 5-4 à l'étranger, donc ce n'est pas la force de l'équipe de jouer à l'étranger. On a parlé qu'on a eu une tonne de blessés en défense, mais c'est quand même une attaque qui a été productive, 3e dans la ligue par la passe avec Justin Herbert, qui a eu, comme Lawrence, des performances un petit peu en dents de scie. Là, on termine avec un rate de 93,2, donc c'est un petit peu décevant de son côté, mais ça reste une attaque qui est très bien garnie. Là. Oui, en fait, cette attaque-là est très bien bâtie. La chose qui les retient, selon moi, c'est Brandon Staley, l'entraîneur. C'est ça, Brandon Staley? Entraîneur-chef. Que ce soit, ouais. Oui, mais j'ai pas le nom non plus ici. J'espère pas dire un mauvais nom, mais en tout cas, je vais dire l'entraîneur-chef. Vraiment prend des mauvaises décisions, un mauvais gestionnaire de match. Il va en situation de 4e essai quand c'est pas le temps, prend des temps d'arrêt douteux. On se rappelle que l'année dernière, il n'avait pas fait des éliminatoires, grande partie à cause de lui, dans leur dernier match contre les Raiders. Ouais. Cette année encore, prend des mauvaises décisions. Au dernier match, il décide de faire jouer tous ses partants dans un match qui ne voulait absolument rien dire. Et là, présentement, Mike Williams est encore incertain pour le match parce qu'il s'est blessé au dernier match qui ne valait absolument rien dire. Donc, selon moi, c'est un des pires entraîneurs. Il est juste chanceux d'être tombé dans une équipe qui a beaucoup de talent. Donc, selon moi, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait encore là, cet entraîneur-là. Moi, je le congédierais d'ici la fin de la saison. Mais ça peut jouer grandement dans le match parce que c'est une équipe qui gère mal ses matchs, puis ça vient de l'entraîneur-chef. C'est bien Brandon Staley. Et c'est pas nouveau. Okay. C'est pas nouveau hein, du côté des Chargers. À chaque année, c'est la même histoire. On a des blessés par-dessus blessés. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit faire d'un petit peu croche, là, que ce soit dans l'entraînement ou, comme tu as dit, dans la gestion des joueurs. Tu as parlé de Mike Williams. Quelle saison quand même. 895 verges en seulement 13 parties. Keenan Allen aussi a été productif, 752 en 10 parties. Mais le joueur, l'incontournable en attaque, c'est Austin Ekeler qui a été excellent, principalement par la passe. Une réception de 722 verges cette année, 5 touchés.
Par la course, 915 verges au sol, 13 touchés. Moyenne un petit peu décevante de 4,5 verges par la course. Mais Austin Ekeler est vraiment un gars qui est capable de tout faire sur un terrain de football. Ouais. C'est sûr que ça remonte à loin, mais les équipes se sont affrontées, je pense, à la semaine numéro 3 ou dans ce coin-là. Puis les Jaguars avaient gagné 38-10. Donc, avec quand même sacré une bonne volée aux Chargers. Ça remonte à longtemps, effectivement. C'est ça, ça remonte à loin. Les équipes ont eu le temps de changer des deux côtés. Mais est-ce que justement les Chargers vont avoir ce petit feeling-là de ne voudront pas se faire battre, clencher 2 fois consécutifs? Fait à noter quand même, Justin Herbert qui essaie souvent de courir, là, 54 courses tentées, seulement une moyenne de 2,7 verges. Ça fait en sorte qu'on a quand même seulement la 30e attaque au sol. Ça donnait bien puisque les Jaguars avaient une bonne défensive contre la course, mais c'est contre la passe où on est vulnérable, 28e contre la passe. On a un front défensif qui est absolument monstrueux du côté des Jaguars. Là, le secondaire, Foyesade Olukun a une saison incroyable, 184 plaqués, mais Justin Herbert pourrait avoir beaucoup de plaisir par la passe. Le match est samedi 8h15, donc ça pourrait être une longue soirée pour la tertiaire des Jaguars. Mm-hmm. Et c'est ça, si finalement Mike Williams est de la partie, c'est difficile de couvrir ces deux bonhommes-là parce que c'est deux receveurs numéro 1. Il n'y a pas de numéro 2 dans cette équipe-là, c'est Keenan Allen, Mike Williams. Donc, c'est vrai que ça peut être très difficile à couvrir ces deux gars-là. Joueur à surveiller aussi du côté de la défensive des Jaguars. Mais c'est le premier show total de l'année dernière. Trevin Walker, qui, on va se le dire, a une saison quand même un peu décevante. Par contre, c'est un gars qui, en éliminatoire, monte un jeu d'un cran. Ça devient un guerrier incroyable. On l'avait vu en éliminatoire avec Georgia. Il avait aidé son équipe à remporter le championnat national. Est-ce qu'il pourrait un petit peu racheter sa saison décevante? Ça pourrait être intéressant à suivre. Les gars, je suis curieux d'avoir votre prédiction. Je pense que du côté de l'américaine, s'il pourrait y avoir une surprise, c'est de ce niveau-là. Je vais prendre votre prédiction aux deux pour ce match-là. Thierry, pour commencer. Moi, je vais aller avec les Jaguars de Jacksonville. Ça serait une belle surprise, Michael. Écoute, je vais y aller aussi avec les Jaguars. Ouais, les Jaguars. Je vais faire courant. Je vais aller à l'autre côté du courant. De mon côté, le mismatch est au niveau de la qualité de Justin Herbert contre une faible défense par la passe. Ça aura été une belle progression du côté des Jaguars, mais je pense que ça va être un bel apprentissage, mais ça va être difficile contre les qualités des Chargers. Voilà ce qui fait le tour pour l'association américaine. Hein. On a des équipes extrêmement puissantes, Kansas City, les Bills et Bengals. C'est quand même fou de se dire que seulement 2 de ces 3 équipes-là, qu'il y en a une qui n'ira pas en finale de division, ben c'est la réalité. Reste à voir qui affrontera qui en deuxième ronde. Du côté de la nationale, Thierry, je suis très heureux de te parler de l'équipe qui a fini en première position. Tu les avais mis en série. Félicitations. Les Eagles de Philadelphie se méritent un bye pour leur première semaine avec une excellente fiche de 14-3. On va noter quand même fin de saison un petit peu plus difficile. Une fiche de 3-2 dans ces 5 derniers matchs, mais c'était 2 défaites sans Jalen Hurts. Donc, parle-moi rapidement un petit peu de la saison des Eagles. Ben écoute, les Eagles avaient construit une équipe très solide, surtout au niveau des lignes à l'attaque. Ben, pas des lignes à l'attaque, des tranchées. Donc, une grosse ligne à l'attaque, une grosse ligne défensive. Tout part de là. Puis c'est sûr que toute la saison, ils ont été remis en question parce qu'ils battaient des équipes. Il y avait un calendrier assez facile, mais en même temps, les bonnes équipes gagnent peu importe qui on met sur leur chemin. Donc, on battu les équipes qui se sont présentées devant eux. On a quand même battu des équipes comme les Vikings. Ils ont battu les Cowboys qui n'avaient pas. Il n'y avait pas Dak Prescott ce match-là. Mais en même temps, tu ne peux pas choisir qui tu affrontes. Donc, tu affrontes qui est sur ton calendrier. Et ont été vraiment efficaces dans tous les aspects du jeu. On a eu certains passages à vide au niveau de la défensive contre le jeu au sol, mais ils se sont bien repris après ça à un certain moment. Donc, ils ont excellé sur tous les plans du jeu. C'est une défensive qui terrorise les corps adverses. Javon Hargrave et Josh Sweet, 11 sacs chacun. Le secondaire, Ayson Reddick, 16 sacs.
On a Fletcher Cox en milieu de ligne défensive. Donc, c'est une défensive qui est très agressive. Là. C'est une défensive qui est belle à voir aller. Là. Oui, puis je vais dire quelque chose, c'est que pour une fois, les Eagles ne se sont pas blessés ou presque. Donc, certaines blessures par-ci par-là, mais des petites blessures que les joueurs manquent 2 ou 3 matchs, reviennent au jeu. Parce qu'on a une belle profondeur aussi à toutes les positions. Donc là, je regarde pour l'offensive. Il y a seulement Lane Johnson sur tous les partants qui est incertain, puis il y a de fortes chances qu'il soit de la partie. Donc, ça se pourrait qu'on ait nos 11 partants en offensive. Ça, c'est quelque chose de Parle-moi justement très rare dans la NFL. Parle-moi du tandem Jalen Hurts. Il avait son taux de détracteur. Il a fini avec un rate de 101,5. C'était extraordinaire pour un gars qu'on disait qu'il ne pouvait pas lancer, qu'il pouvait seulement courir. On est allé chercher un bonhomme comme A.J. Brown dans l'entre-saison, un coup de génie. On sacrifie du côté des Titans un receveur étoile pour un gars qu'on espère qu'il va faire le même travail que lui. Bien, ça n'a pas marché du tout. A.J. Brown a fini avec 1496 verges capté, 11 touchés. Quelle attaque explosive. Oui, puis A.J. Brown, en fait, depuis qu'il est avec les Titans, produit match après match, saison après saison. La seule chose qui était discutable de son côté, c'était les blessures. Puis il s'était blessé quelques fois quand il était avec les Titans. Puis cette année, pas de blessure, il est à 100%. Il nous démontre toute l'ampleur de son talent. Puis il démontre vraiment que c'est un receveur que tu peux investir en lui. Devante Smith, 1196 verges, 7 touchés, une autre belle ça l'a aidé Devante Smith justement à progresser, justement, à enlever un peu de pression de dire c'est toi le numéro 1. Là. Je ne dirais pas qu'il est dans l'ombre de A.J. Brown, mais ça enlève un petit peu de. Ça l'aide à produire, disons. Ça l'aide à produire et moins doublé match après match. Donc, il démontre que si Devante Smith n'est pas doublé, il produit beaucoup aussi. Pour terminer, avec le jeu au sol de l'équipe, on a eu une facette à 2 attaques en y allant avec le porteur de ballon, Miles Sanders, 1269 verges, 11 touchés, mais c'est aussi, on avait de nombreuses dérobades, on avait des jeux planifiés aussi qui faisaient courir Jalen Hurts, 760 verges, mais surtout 13 touchés. Donc, vraiment un bel accomplissement à ce niveau-là là, pour les Eagles. Puis ce qui est difficile contre les Eagles, c'est qu'ils jouent beaucoup avec des options course-passe. Et on sait qu'ils sont capables, là, Jalen Hurts a démontré qu'il est capable de te battre autant avec ses jambes qu'avec avec son bras. Donc, difficile à prévoir. On peut pas donner un aspect du jeu complètement. Il faut absolument respecter les 2 facettes du jeu. Donc, le jeu commence, ça peut aller dans les mains de Miles Sanders, ça peut rester dans les mains de Jalen Hurts, ça peut partir des mains et aller à A.J. Brown. C'est très complexe à garder comme équipe. Donc, les Eagles qui seront vraiment à surveiller pour l'ensemble des séries éliminatoires. Le premier duel qu'on va analyser dans la nationale, dans le bas du tableau ici, ce sont les 49ers de San Francisco qui vont affronter les Seahawks de Seattle, Michael, samedi à 16h30. Et on n'a pas le choix de faire amende honorable. Les 49ers que tu ne voyais pas en séries éliminatoires, ils y sont parvenus et vraiment là, de main de maître. On a eu une saison extraordinaire. On a eu vraiment des rebondissements. Blessure à Trey Lance, blessure à Jimmy Garoppolo. On termine avec une fiche de 13-4 et 5 victoires à leurs 5 derniers matchs. 8-1 à domicile. Ça va être très, très difficile de les battre à la maison. Oui, j'ai eu l'air fou en les mettant hors des séries. Mais écoute, quand j'ai fait ma prédiction, ils n'avaient pas Christian McCaffrey dans leur équipe. On va se dire. Bon, la confrontation San Francisco-Seattle, le mismatch, c'est vraiment au niveau du sol. Les 49ers avec, justement, comme j'ai dit, Christian McCaffrey. Ensuite, Mitchell, Deebo Samuel qui peut faire des jeux à gauche, à droite. Donc, ils ont une attaque. C'est vraiment une équipe qui est le fun à regarder. Contre une des pires défenses contre la course, ils sont 30e, là, les Seahawks, contre le sol. Donc, ça ne sera pas facile. On dirait que ce duel-là a été arrangé pour que les 49ers, l'attaque des 49ers domine celle des Seahawks. On a quand même une bonne défensive contre la passe, 13e. Brock Purdy, qui était du jeune recrue, choix de 7e ronde cette année, qui arrive un petit peu, qui est lancé comme ça dans la foire au lion.
C'est oui. brouillé de main de maître. On dirait qu'on aurait mis n'importe qui dans le système de Kyle Shanahan, ça aurait marché. Mais Brock Purdy, son rate est de 107,3. C'est extraordinaire quand même. Il n'a fait pratiquement aucune erreur, là, seulement 4 interceptions. Là. Je ne sais pas si c'est lui qu'on appelle Mr. Irrelevant, là, vu que c'était le dernier choix au total. En tout cas, voilà. quand même un bon ratio. 13 passes de toucher quand même. 13 touchés, 4 interceptions seulement. Donc, il ne fait pas d'erreur majeure. Il ne va pas mettre son équipe dans le trouble, mais il ne joue pas au Superman non plus. Ce n'est pas à lui de le faire. Donc, il fait bien les choses. Et moi, ce qui fait en sorte que son travail est facile, si on veut, c'est que l'attaque au sol est tellement dominante qu'en troisième essai, les 49ers, ils sont 6e leur taux de succès dans la NFL. Ça donne des troisième essais qui sont faciles à gérer pour un jeune corps arrière. Et les Seahawks sont 27e contre les troisième essais. Donc, encore là, c'est un énorme mismatch. Je pense qu'il va faire la différence. Les 49ers vont être capables d'allonger leur séquence à l'attaque. Clairement, on a des cibles vraiment de qualité. Tu as parlé de McCaffrey. George Kittle, qui a eu une saison en 2 temps, a terminé quand même à 765 verges, 11 touchés, mais 7 à ses 4 derniers matchs. On dirait que Purdy et lui ont vraiment développé une chimie. Brandon Ayuk, plus de 1000 verges par capté, 8 touchés. On dirait que c'est Deebo Samuel qui a été blessé, mais qui a eu une saison moins explosive que l'année passée. Là, je pense qu'on a eu de la difficulté à lui attribuer une chaise définitive. 13 parties jouées, 864 verges, comparé à 1770 l'année dernière, mais on a des armes du côté des 49ers. On ne s'attendait pas à ce que les Seahawks soient en série. On va tous être honnêtes. Là, ici, il n'y a personne qui les plaçait en éliminatoire. Mais non, mais est-ce que j'ai ri de eux en début de saison? Ben, je pense qu'on riait tous d'eux. Ce sera qui leur derrière? Gino qui? Ben justement, parle-en de Geno Smith qui a terminé avec un rate supérieur à 100, à 100,9, 30 touchés, 11 interceptions. Saison extraordinaire de son côté. Là. Ouais, vraiment. C'est un gamer des matchs que j'ai regardés des Seahawks. Tu vois que on dirait que plus le moment il est grand, il adore avoir les gros moments pour lui. Les Seahawks, les verges par la passe, ils sont 11e. Donc, c'est quand même bon vu que les 49ers sont 20e contre la passe. Donc, écoute, c'est peut-être le seul avantage que Geno Smith pourrait aller chercher pour aller chercher la victoire. Mais non, écoute, force est d'admettre qu'on s'est vraiment trompé sur les Seahawks. Par contre, ils ont le malheur de rencontrer les 49ers. Et leur défense qui est probablement la meilleure défensive de la NFL. On a eu des moments... Oui, 20e, on est vulnérable par la passe. DK Metcalf, Tyler Lockett pourraient avoir une soirée intéressante, mais c'est cette capacité à réussir des gros jeux. Nick Bosa, 18,5 sacs. On a Arik Armstead à l'intérieur de cette ligne défensive. Le secondaire, Fred Warner, qui est un joueur tout étoile. On est tellement complet du côté de cette défensive-là. Là, c'est beau à voir aller. Oui, vraiment. Écoute, la défense plie, son 20e contre la passe, mais elle ne casse pas parce qu'ils sont premiers pour les points accordés. Là. Ils sont les meilleurs dans la NFL. Donc, écoute, peut-être que DK Metcalf, justement, Tyler Lockett, d'excellents receveurs, vont aller chercher des verges, mais après ça, dans la zone payante, je pense pas que les Seahawks vont être capables de capitaliser si jamais ils s'y rendent. Absolument. Du côté de la nationale, on dirait que c'est l'affrontement qui est peut-être le plus clair, le plus facile à prédire. On s'attend à une victoire des 49ers. Thierry, du côté du Minnesota, dimanche à 4h30, on affrontera les Giants de New York, une autre équipe qu'on ne voyait pas en série, les Vikings qui, combinés un petit peu avec la saison décevante des Packers, ont réussi à se faufiler et gagner le titre de division. Fiche de 13-4, mais 3-2 à leurs 5 derniers matchs. On est quand même 8-1 à domicile. On a noté une victoire quand même très serrée contre les Giants, 27-24, le 24 décembre, la veille de Noël. Donc, on va clairement avoir un affrontement qui est très intéressant. Oui, puis ça, je trouve que c'est un des matchs les plus difficiles à prévoir parce qu'on a une équipe d'un côté qui a fini avec une très bonne fiche et de l'autre côté, on a les Giants qui ont fini avec 9-7 qui est correct, mais qui trouvent des façons de gagner. Ouais. Moi, je me rappelle, on parlait de Michael tantôt qui ne voyait pas les 49ers en éliminatoire. Je me rappelle ce que j'ai dit sur les Giants. Au début, j'ai dit le bateau coule
puis on le regarde couler. Alors, ça vieillit c'est mal. à mon tour d'avoir de fou un peu, je l'admets. Donc, chapeau à Brian Dable, l'entraîneur des Giants. Selon moi, devrait gagner l'entraîneur-chef de l'année. Ça serait amplement mérité. Donc, n'a pas une équipe de talent, mais a réussi à mener ses hommes et à faire un tout avec cette équipe-là, puis de se rendre là. Donc, talent pour talent, cette équipe-là est moins forte. Commençons à analyser leur attaque, là, Thierry, si on veut. On s'attendait à quand même de grandes choses de la part de cette attaque. Oui, on avait certaines attentes, mais on avait une saison extrêmement importante. Si Daniel Jones ne performait pas cette année, c'était terminé pour lui avec les Giants. Il a terminé quand même avec seulement 3205 verges par la passe, mais on a bâti une équipe qui, avec son jeu au sol, a été complètement dominante. On a terminé 4e par la course, 1312 verges pour Saquon Barkley et Daniel Jones, 708 verges. Donc, on a trouvé l'identité de cette équipe-là et on l'a exploitée. Puis, ce qui est très en faveur de Daniel Jones, oui, il ne brille pas au niveau de ses statistiques, mais où il brille, c'est au niveau des revirements. Donc, a été un très bon gestionnaire de match comparativement à toutes les autres années qu'il a joué dans la NFL. A presque jamais remis le ballon à l'adversaire. Donc, ça, on le sait, les revirements, ça peut changer complètement un match. Donc, Daniel Jones, à ce niveau-là, est excellent. Donc, les Giants, vraiment une bonne équipe pour protéger le ballon. Puis ça leur a rendu de fiers services tout au long de la saison. Très content pour Saquon Barkley qui ne s'est pas blessé de la saison, qui est en feu complètement. Donc, je pense que, comme tu dis, le plan de match va être basé sur les habiletés au sol de ces deux gars-là, de Saquon et de Daniel Jones. Parce que ce qui est intéressant à noter, là, c'est que le joueur qui a terminé pour le plus de passes attrapées dans cette équipe-là, ben, c'est Barkley lui-même, le porteur de ballon, avec 57. Darius Slayton, qui a été le receveur le plus productif de l'équipe, avec seulement 724 verges. Et c'est dommage parce que les Vikings avaient clairement une faiblesse. Ben, c'était leur défensive contre la passe. On est 31e dans la ligue. Ouais. Ça va être difficile c'est difficile d'affirmer tout de suite que les Giants vont être capables d'exploiter cette faiblesse-là. Non, c'est ça, c'est pas leur force. Est-ce qu'ils vont être capables de marquer peut-être un coup de circuit ou deux pendant le match? Ça va être à voir, mais clairement, ils n'ont pas une équipe construite pour attaquer cette faiblesse-là. Les Vikings peuvent se compter chanceux justement d'affronter les Giants en premier tour, justement. Et point à noter dans cette confrontation de ce côté-là du ballon, la ligne offensive des Giants est quand même très, très solide. Et on affronte une équipe qui est bonne en pression aussi. Daniel Hunter, 10 sacs. Zadarius Smith, qui est questionable aussi. Ça risque d'être un beau duel de tranchées, comme tu as mentionné tout à l'heure. Parlons de l'attaque des Vikings. Kirk Cousins, qui ont le catalogue comme un joueur qui est capable des meilleures performances lorsqu'il joue dans des petits marchés, des heures où personne ne le regarde. Quand il arrive prime time, tout s'écoule. C'est quand même la 6e attaque par la passe de la Ligue. Cousins qui a fini avec un rate de 92,5. Parle-moi de cette attaque-là, Thierry. Ben, écoute, c'est une attaque justement qui est explosive, mais c'est une attaque qui, justement, peut te donner du meilleur comme du pire. Certains matchs ont rien fait. Il y a certains matchs, Justin Jefferson est resté à peut-être 10 verges par la passe. Puis d'autres matchs, il y a eu 200 verges. Donc, c'est vraiment une équipe que soit ils peuvent te passer par-dessus complètement avec leur jeu de passe ou ça peut être complètement l'inverse. Puis justement, je pense que l'équipe qui a le plus à prouver, c'est les Vikings. C'est eux qui ont fini avec la meilleure fiche. C'est l'équipe justement avec Kirk Cousins, que lui aussi veut prouver qu'il n'est pas juste quelqu'un de 13 heures. Donc, ils ont selon moi, ont beaucoup de pression comparativement aux Giants. Puis si ça se met à mal aller, s'ils commencent à perdre par 2 possessions, est-ce qu'ils vont être en mesure de revenir dans le match? Ils l'ont fait à certains moments dans la saison régulière. Mais est-ce qu'aux heures de grande écoute, quand c'est seulement eux qui jouent, ils vont être capables de se lever?
Et la défensive des Giants est certaines lacunes contre le jeu au sol. On a une bonne ligne défensive, mais on a une faiblesse au niveau des secondaires. Du côté de l'attaque au sol des Vikings, ben, ça repose entièrement sur Dalvin Cook, Alexander Mattison, qui peut avoir des répétitions si Cook ne joue pas, mais on joue vraiment avec une formation avec un porteur de ballon. 1173 verges, mais seulement une moyenne de 4,4 verges au sol. Donc, peut-être qu'on va pouvoir exploiter cette faiblesse-là. On a une bonne défensive contre la passe quand même, 14e dans la ligue. Mais un point qui est vraiment à noter, c'est la présence de Leonard Williams qui est sur cette ligne défensive. Il n'est pas certain de jouer. Il est extrêmement important pour cette équipe-là. Donc, ça pourrait être un avantage du côté des Vikings. En terminant sur cet affrontement-là, donc on a des forces, des faiblesses de chaque côté. Le facteur X va peut-être du côté des Giants. J'aimerais avoir vos prédictions à tous les deux sur cet affrontement. Thierry, pour commencer. Moi, je crois que là, les Vikings vont passer. Je pense qu'ils ont une équipe plus talentueuse. Je pense que là, il faut bien que Kirk Cousins réussisse à m'amener aux heures de grande écoute. Ça ne peut pas toujours mal aller. Donc, moi, je pense que cette année, chapeau aux Giants, je les félicite pour leur saison, mais je pense que ça va s'arrêter au premier tour. Michael. Même chose pour moi, je vais y aller avec les Vikings. Je vais y aller encore contre vous aujourd'hui. Je pense qu'il y a une surprise à avoir dans la nationale. Écoutez, je pense que ça risque d'être difficile. Là. Je pense que ça va être un match qui est quand même très serré, là, comme on l'a vu dans certaines confrontations. Je trouve que les Vikings ont eu de la difficulté à gagner des matchs par haut pointage. Ça a toujours été très serré. On a gagné beaucoup de matchs sur un botté final. Je pense que les Giants pourraient trouver une manière de gagner, mais je ne mettrai pas du tout, je ne mettrai pas ma maison là-dessus. Allons-y du dernier affrontement qui se tiendra pour la première fois. Là, on va aller voir un match des séries éliminatoires un lundi, donc 8h15. Donc, les Buccaneers de Tampa Bay qui ont l'honneur d'avoir ce match-là à domicile, malgré une fiche perdante de 8-9, qui vont affronter les Cowboys qui, eux, ont eu nettement le dessus avec une fiche de 12-5. Donc, sur papier, ça aurait pu être un affrontement très, très excitant. On dirait que la saison des Buccaneers nous fait être un petit peu moins excités, si on veut, de cet affrontement-là. Ouais, c'est pas un affrontement qui est, si on veut, sexy. Là. Même si c'est America's Team, les Cowboys de Dallas, Tom Brady, Monsieur Football. Mais écoute, comme tu dis, Tampa Bay ont été, je trouve, tellement décevants, tellement pas explosifs cette année. Même, je me rappelle cette année, des fois, je me disais, est-ce que c'était la saison de trop pour Tom Brady? Tu sais, ça cliquait pas. Je veux dire, Mike Evans, qui est un receveur qui a encore fini avec plus de 1000 verges, il a 6 touchés dans toute sa saison seulement, dont 3 au dernier match. Fait que ça n'a vraiment pas bien été au niveau de l'attaque de Tampa Bay. Et pourtant, cette attaque-là, par la passe, est deuxième dans la ligue. On a quand même réussi à avoir des belles réussites. Tom Brady, quand même, 4600 verges par la passe. Ouais. Rate un petit peu de décevant de 90,7. Mais j'ai l'impression qu'on a tellement attaqué par la passe parce qu'on le savait justement que notre attaque au sol était complètement inexistant. Ça n'a absolument pas marché. Leonard Fournette, moyenne de 3,5 verges par course. Rashad White, 3,7. Donc, on dirait que pour la défensive des Cowboys, on va vraiment se concentrer sur cette, justement, attaque par la passe-là. Oui, vraiment. Son dernier, là, Tampa Bay, en termes de verges au sol, 32e, avec 76,9 verges seulement par match. Donc, c'est pas une assez grosse menace, justement, pour que les Cowboys en défense laissent faire le jeu aérien pour soudainement se concentrer sur Leonard Fournette. Ça marchera pas. Là. Donc, Tom Brady, il va falloir qu'il, encore une fois, sorte un lapin de son chapeau. Il est super intelligent, on le sait, mais ça va être difficile. Là. Aucune menace au sol. C'est très dur de fonctionner par le jeu aérien. Et cette défensive-là des Cowboys est 8e contre la passe. On a des joueurs vedettes un petit peu à droite, à gauche. C'est une défensive qui est quand même très intéressante à voir aller, là, celle des Cowboys. Oui, vraiment. Puis, comme tu dis, 8e contre la passe, 9e, non, ce n'est pas 9e contre le sol, mais c'est... 22e contre la course. 22e contre le sol, mais c'est ça, j'avais noté, ça n'avantage pas les... Ouais. Parce qu'ils n'ont aucun jeu au sol, les Buccaneers, mais bref, écoute, c'est une bonne défense, Dallas.
je pense que Tom Brady va trouver sa soirée du lundi soir assez longue, là. Micah Parsons, qui a eu une autre excellente saison après une très, très bonne saison recrue, Il est 13,5 dominant, là. sacs. On a des joueurs de qualité partout, là. Trevon Diggs, Bland comme cornerback, Donovan Wilson, Malik Hooker dans la tertiaire, Van Der Esch, 90 plaqués. Donc, on est bon partout dans cette défensive-là. Allons Ouais, du côté de... Vas-y, Philippe, vas-y. ben, j'allais dire, tu sais, Trevon Diggs, l'année passée, on disait souvent qu'il allait pour le coup de circuit en défense. Il voulait absolument une interception, mais souvent, ça ouvrait le jeu en arrière de lui. Mais on dirait que cette année, tu sais, ça va un petit peu mieux de ce côté-là, là. Petit bémol, quand même, on a parlé, on semble avoir un mismatch jusqu'à présent. Je pense que ça va se rééquilibrer. Les Cowboys sont quand même juste 3-2 à leurs 5 derniers matchs. Ils sont 4-4 à l'étranger. Et Dak a eu des bons moments. On est 14e par la passe, sauf que la dernière semaine, principalement, a été vraiment, vraiment peu convaincante pour les partisans des Cowboys. Reste qu'on arrive avec une attaque qui est quand même très équilibrée, là. Ouais, j'aime bien tu sais, CeeDee Lamb en termes de jeu aérien, par la passe. Super belle saison. Puis jeu au sol, ben, Tony Pollard, que personnellement, je trouvais beaucoup plus dynamique, plus explosif que Ezekiel Elliott. Même que parfois, je me dis c'est lui leur running back numéro 1, puis Zeke est rendu numéro 2. Mais écoute, c'est deux différents types de running back, là. Exactement. Ils se complètent Pollard très, très bien. explosif, vitesse, puis Elliott, ça va être le marteau, il va foncer, puis let's go au centre de la ligne offensive. Mais Dak Prescott, je trouve qu'il ne protège pas bien le ballon. C'est très inquiétant pour les Cowboys. L'avantage qu'ils ont, c'est que la défensive des Bucs crée très, très peu de revirements, seulement 10 interceptions. Leur meneur au niveau des sacs, Vita V, en a seulement 6,5. Donc, Dak pourrait avoir un petit peu la paix, si on veut, de ce niveau-là. Et c'est des gars comme CeeDee Lamb, Dalton Schultz qui pourraient en profiter. CeeDee Lamb qui a eu une saison extraordinaire. Mm-hmm. Puis même, tu sais, on disait Vita V, là, en ce moment, il est blessé, donc je sais pas s'il va jouer. Donc, Dak Prescott devrait avoir tout le temps du monde pour trouver ses gars, dans le fond. Cette défensive des Bucs qui est 15e contre la course. Donc, on a clairement un aspect qu'on peut profiter du côté de l'attaque des Cowboys. Qui pourrait passer au prochain tour? Moi, je les vois battre les Bucs. De ton côté, Michael, est-ce que c'est la même chose? Ben, écoute, si on y va par la logique, moi, je dirais que les Cowboys devraient passer, mais jusqu'à temps que les Cowboys me prouvent qu'ils ne choquent plus en série, je vais y aller avec les Buccaneers. Thierry, de ton côté? Je suis un peu de l'avis de Michael. Moi, c'est les Cowboys choquent tout le temps. Puis les Buccaneers, eux, même s'ils ont une saison ordinaire, ils arrivent avec une équipe qui sont quand même habitués des éliminatoires. Ils arrivent avec le carrière qui est probablement le plus habitué des éliminatoires, même si ça a été une saison régulière très difficile pour lui. Je pense qu'il y a quand même cette expérience-là, puis le calme que les joueurs des Cowboys n'ont pas. Je pense que ça va être Je pense que les Buccaneers vont gagner. Ça va être quand même une victoire surprenante, mais je pense qu'ils ont battu au début de la saison. Je pense qu'ils sont capables de le refaire encore. Ça va être un match qui va clairement être chaudement disputé. Je pense que si on a des affrontements qui sont un petit peu plus inégaux au premier tour, c'est toujours le cas. Je pense que ça pourrait donner des affrontements potentiellement extrêmement intéressants au deuxième tour. On prend justement les deux équipes qui sont en baisse cette semaine. On les met contre une équipe de qualité qui va passer. Ça va faire des affrontements explosifs pour la semaine prochaine. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir, c'est le début d'une séquence de matchs exceptionnelle. On va avoir du football pour le prochain mois de très, très haute qualité. On étire ça sur 3 jours aujourd'hui. On étire cette année, on étire la sauce. Ça va être intéressant à suivre de cette manière-là. Je vous prends un petit peu à dos tourné pour vous demander vos prédictions des deux équipes qui vont se rendre. Je ne vous demande pas votre champion du Super Bowl. On va faire ça un petit peu plus tard dans ce parcours éliminatoire. Je veux savoir, selon vous, l'équipe qui représentera chacune des divisions. Thierry, pour commencer. J'y vais avec les Eagles. Les Eagles all the way pour cette année. Ils ont une équipe trop dominante à tous les aspects du jeu. Là, ils sont encore plus dominants qu'ils l'étaient en 2017. Donc, je pense qu'ils ont vraiment une équipe qui peut se rendre là.
Puis de l'autre côté, je vais avec les Bills qui sont dans un momentum incroyable. Ils ont été un peu moins bons qu'on l'espérait durant la saison régulière, mais là, présentement, ils sont sur une lancée. Puis je pense que là, c'est leur année. Ça fait quelques années là, qu'ils manquent leur coup. Là, je pense que cette année, c'est Michael. eux qui viennent. Du côté de la nationale, j'ai goût de dire les 49ers. Je m'excuse, mais je ne les mettais pas en série, j'ai mis au Super Bowl. Et je vais y aller du côté de l'américaine pour les Chiefs. Les Chiefs, ouais. De mon côté, du côté de l'américaine, je vais y aller avec les Bills aussi pour les mêmes raisons que Thierry a données. Je vais rajouter quand même l'effet de Damar Hamlin qui est clairement un élément que les joueurs vont se regrouper, c'est un élément qui va être motivateur. On l'a vu dans une équipe, ça peut être un élément qui est très, très minime, qui peut propulser la chimie d'une équipe à un autre niveau. Ben, je pense que ça va être le cas pour les Bills. Exactement, c'est un impondérable qui est franchement important. Du côté de la nationale, j'aimerais beaucoup dire les Eagles. Et mon seul bémol du côté des 49ers, ben, est-ce que Brock Purdy va pouvoir transporter ces bons moments qu'il a eu en saison régulière en éliminatoire? Si c'est le cas, je les vois en finale. Sinon, ben, ce sera les Eagles. Messieurs, ce fut un exercice très, très agréable à produire. Hein, comme à chaque année, on dirait qu'on a la crème. Puis franchement, très intéressant d'opposer justement les attaques d'une équipe contre les défenses de l'autre. On bâtit quelque chose, on mélange un petit peu la soupe et ça donne quelque chose de franchement intéressant. Merci de vous être prêtés au jeu. Puis je vous souhaite à tous les deux de très, très bonnes séries éliminatoires. Petit mot en terminant, Thierry, sur ces éliminatoires 2023. Comme tu l'as dit, ça va être intéressant d'avoir des matchs sur 3 jours. Donc, on va avoir encore plus de football, on va avoir plus de temps de se concentrer là-dessus. J'espère qu'on va avoir 2 finales d'association qui sont fortes. À l'habitude, ça fait plusieurs années qu'on a des bonnes finales d'association. Ouais. Je pense que ça va être intéressant d'avoir ça encore. C'est toujours plaisant d'avoir les 4 meilleurs, le quart et d'as le plus fort possible. Absolument. Michael, de ton côté. Petit mot, petite parenthèse, juste pour dire aux auditeurs que j'ai gagné mon fantasy football. Ouais, félicitations. Écoute, j'ai hâte de voir vraiment au niveau de l'américaine qui va sortir de là. Comme on disait en début d'émission, les Bengals, les Bills et les Chiefs, c'est vraiment une puissance au niveau de la NFL. Donc, j'ai hâte de voir qui va sortir de là. Et puis, je pense que le match final au côté de la nationale, les Eagles, selon moi, vont jouer contre les 49ers. CMC en santé, finalement, donc ça devrait faire un bon match. J'ai hâte de voir ça. Merci beaucoup à tous les deux pour cette excellente analyse du premier tour des éliminatoires de la NFL de la saison 2023. Merci à tous les auditeurs d'avoir été présents. J'aimerais vous souhaiter encore une merveilleuse année 2023. Je vous souhaite surtout une bonne série de football, de belles fins de semaine qui sont franchement agréables à passer devant notre téléviseur. Et je vous souhaite une très, très, très bonne épisode final. Hein. On va se retrouver pour ce Super Bowl. Et d'ici là, je vous dis merci d'avoir été présent. Merci à tous. Merci.